Selon Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Pour les organismes de solidarité et de coopération internationale, l'éducation à la citoyenneté mondiale est primordiale partout dans le monde. Mais qu'en est-il du système scolaire québécois? C'est un système qui permet à presque tous les enfants d'avoir accès à l'éducation. En 2012, au Québec, 82,6 % des jeunes de 15 à 19 ans sont aux études. Mais ce système qui fonctionne à 3 vitesses maintient et aggrave les inégalités socio-économiques. En 2016, au Québec, l'élève d'une classe ordinaire avait de 13 à 20 % moins de chances d'aller à l'université que ses camarades d'un programme à vocation particulière ou d'une école privée. Dans ce système, on continue de raconter l'histoire dans une perspective coloniale. Dans une société qui porte encore un regard paternaliste envers les populations appauvries du monde. Dans un monde où le militarisme siphonne les budgets aux dépens de l'éducation. En 2011, en Inde, un enfant sur 4 n'était pas scolarisé, soit 85 millions d'enfants, soit plus de 2 fois la population totale du Canada. En 2015, dans les pays du Sud, plus de 90 % des enfants en situation de handicap ne fréquentent pas l'école. Heureusement, partout dans le monde, des femmes et des hommes agissent pour offrir une éducation de qualité à toutes et tous. La solidarité internationale s'épanouit à l'école québécoise grâce à des initiatives formidables. Les séjours d'initiation à la solidarité internationale permettent un véritable échange basé sur des valeurs de réciprocité, de respect, d'estime envers toutes les communautés. En novembre 2018, c'est les Journées québécoises de la solidarité internationale. Des dizaines d'activités dans 12 régions du Québec. Un magazine qui permet d'explorer plusieurs perspectives sur le sujet. Un bulletin scolaire à faire parvenir au nouveau ministre de l'Éducation du Québec. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci, des applaudissements déjà, ça commence bien. Alors, à main levée comme ça, combien parmi vous ont déjà signé la lettre à l'attention de M. Jean-François Roberge dans le cadre des Journées québécoises de solidarité internationale? Levez la main. Parfait, c'est déjà pas mal. Levez la main ceux qui vont signer la lettre dès ce soir ou demain. Parfait. Comment on fait pour se signer la lettre? Alors, on va soit sur le site de la COSI ou encore sur l'événement Facebook. Et là, il y a tous les liens qui vous permettent d'adresser cette merveilleuse lettre au nouveau ministère de l'Éducation du Québec. Parfait. Si jamais vous n'êtes pas certain de comment vous rendre, venez nous voir. Levez la main les personnes ressources de la COSI. Voilà, donc vous avez plein de personnes que vous pouvez aller voir qui vont vous guider vers comment signer cette lettre. Mon nom est Réginald Fleury. Merci d'être là parmi nous ce soir pour ce grand panel qui a pour titre « L'école dans le monde et le monde dans la classe ». Alors, nous sommes au bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles, Montréal. Je vous rappelle que c'est un territoire autochtone non cédé. Et souriez car vous êtes diffusé en direct sur Facebook. Donc, si jamais vous avez dû trouver une excuse pour venir ici, sachez que vous pourriez peut-être être découvert. Et ne rangez pas vos cellulaires, gardez-les bien en main parce qu'on vous invite aussi à tweeter en utilisant le hashtag JQSI 2018. Alors, sans plus tarder, j'inviterai la membre du conseil d'administration, Catherine Péria-Turbide, à venir nous dire quelques mots. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non? C'est bon. J'ai préparé quelque chose parce que je ne me sentais pas assez à l'aise d'improviser. Donc, je vais vous lire ça. J'ai un grand privilège de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Donc, c'est un long nom, c'est l'ACOSI pour nous. L'association, c'est une 60aine de membres. C'est une super équipe qui fait un travail colossal, qui se sont identifiés tout à l'heure, tout particulièrement Marie pour les JQSI, je tiens à noter. Et oui, Marie. Puis c'est aussi toutes les personnes ici présentes et ailleurs dans le monde et au Québec qui s'engagent, qui se sentent touchées et interpellées par des activités de solidarité. Donc des personnes comme vous ici présentes ce soir.
La COSI chapeaute les Journées québécoises de la solidarité internationale, encore un long nom pour les JQSI. Donc, ce soir, on entame la programmation montréalaise, mais à travers le Québec, dans 12 régions, il y a 25 organismes de coopération internationale qui sont impliqués au courant de 10 jours. Donc, aujourd'hui, c'est la première activité de la programmation montréalaise que vous pourrez voir dans son entièreté dans les dépliants qui sont un peu partout sur les tables. Vous êtes prêts? Prêtes? C'est bon. J'espère que vous êtes prêtes à réfléchir à la grande question « Quel rôle joue le système scolaire québécois dans la construction d'une citoyenneté mondiale? » Dans un monde de plus en plus interconnecté et interdépendant, l'importance des actions locales et leurs impacts sur les autres se font davantage ressentir. On le sait, on est à Pointe-Saint-Charles, dans le bâtiment 7. C'est une initiative locale de citoyens qui se sont rassemblés pour dire non à des promoteurs immobiliers, pour tenir tête à des gouvernements, pour avoir cet espace qu'on tient ici ce soir. Donc, les actions locales, ça peut faire toute une différence. Et ça commence, entre autres, par l'éducation à la citoyenneté mondiale. La citoyenneté mondiale, ça permet de comprendre sa place dans le monde, de l'apprendre, de réfléchir sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut que le monde devienne, si on veut un monde plus juste, plus équitable et où la dignité humaine peut être respectée pour toutes et tous et adaptée. Dans mon expérience, l'éducation à la citoyenneté mondiale s'est reflétée dans le programme Québec sans frontières. J'ai appris à connaître plus qui j'étais, à comprendre l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes et à mieux apprécier ma propre patrie, le Québec. Donc, j'espère que le système scolaire au Québec pourra en faire tout autant au niveau de la citoyenneté mondiale, de son éducation, pour transmettre ses valeurs aux prochaines générations. Donc, je laisse la parole à André-Maude, qui va pouvoir continuer, Maude-André, pardon, mais aussi aux panélistes pour alimenter cette réflexion et nous susciter à nous pousser ensemble à l'action. Merci. Alors, j'invite Maude-André Lefebvre, qui est directrice de Francophonie et Solidarité internationale au ministère des Relations internationales et de la francophonie. Oui, c'est un petit peu haut. C'est moi qui n'ai pas grave. Bonjour tout le monde. Maude-André Lefebvre. Je suis, comme c'était mentionné, directrice de la Francophonie et Solidarité internationale au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Je ne vois pas Michel. Je suis très heureuse d'être ici pour les 22e JQSI. C'est important pour nous, nous étant le gouvernement du Québec et particulièrement le ministère des Relations internationales, de participer à ces JQSI. On accompagne et on travaille avec la COSI quotidiennement dans une multitude de programmes que vous connaissez sans doute, dont les JQSI. Et puis j'en profite pour remercier et Michel et Marie qui ont coordonné et travaillé sur ces 10 jours de programmation des Journées québécoises de solidarité internationale. C'est important pour nous de contribuer à l'organisation des JQSI parce qu'on croit beaucoup à l'importance de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Il en va du mandat de notre ministère de s'assurer que tous, autant que nous sommes au Québec, comprenons le monde dans lequel on vit, l'environnement dans lequel on vit. Vous mentionniez, on vit dans un monde où on est de plus en plus interdépendants, interconnectés, mais en même temps, on sent actuellement qu'il y a une montée des protectionnismes, une montée des nationalismes qui fait en sorte qu'on a encore plus besoin, je pense, de se sensibiliser et de s'éduquer à la citoyenneté mondiale pour s'assurer qu'on continue de bien vivre ensemble et de vivre dans la stabilité et dans un environnement pacifique pour tout le monde. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle je trouve important d'être ici ce soir. Et puis, c'est aussi pour ça qu'au gouvernement, on appuie ces initiatives d'éducation à la citoyenneté mondiale. On le fait par un programme, le programme d'éducation à la citoyenneté mondiale qui appuie des projets partout au Québec. Et puis ça, on trouve ça très important aussi d'avoir une implication dans les régions, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi en région, où il y a, je pense, un intérêt pour ça, mais peut-être moins une moins grande offre de programmes ou
de programme d'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, on est très heureux d'appuyer ces initiatives en région d'éducation à la citoyenneté par le biais du programme d'éducation à la citoyenneté mondiale. Ça fait beaucoup d'éducation à la citoyenneté mondiale dans la même phrase. Et il y a aussi, c'est ça, le programme QSF qui a été mentionné, puis il y avait la CASA juste derrière. Il y en a peut-être quelques-uns ici qui ont passé par le programme Québec sans frontières. C'est un autre programme qui inclut un volet d'éducation à la citoyenneté mondiale. Ça fait 10 fois, peut-être que je l'ai dit. Mais c'est des programmes auxquels on croit beaucoup et on va continuer de défendre pour l'avenir. Et pour ça, on a besoin de vous tous. Et vous avez un excellent panel ce soir qui va pouvoir continuer à alimenter le débat et les échanges sur ce sujet crucial pour nous au Québec, mais aussi pour l'ensemble de la planète. Alors, je m'arrête ici. Encore une fois, merci aux gens de la CACI qui sont toujours très actifs dans ce secteur. Il y a Marie qui avec toute une équipe, qui a coordonné ces jours de JQSI. Merci et bonne conférence. Alors, notre équipe de panélistes qui trépignent depuis tout à l'heure, là, qui ont hâte de venir vous entretenir. Alors, dans l'ordre, Stéphanie Demers, professeure à l'Université du Québec en Outaouais. Et voilà. Nicole Obomsawin, enseignante et anthropologue à Benaki. Diana Potes, professeure à l'Universidad Antonio José Camargo en Colombie. Et Gina Tessé, professeure à l'Université du Québec à Montréal. Merci. Alors, les voilà toutes. Et notre première panéliste, donc, sera Stéphanie Demers, qui est professeure en fondement de l'éducation à l'UQO depuis 2011. Elle était aussi enseignante au secondaire de 1999 à 2006. Et ses intérêts et travaux de recherche portent sur les cultures et pratiques enseignantes, particulièrement en ce qui concerne le travail enseignant en contexte néolibéral, les finalités éducatives, le curriculum caché, ainsi que le développement du pouvoir d'action des individus et des collectivités. Stéphanie, à toi le micro. Chaque panéliste aura 12 minutes pour une première intervention. Ensuite, elles auront une période d'échange entre elles. Et enfin, finalement, nous pourrons rentrer dans l'arène intellectuelle et aussi discuter avec elles. Je serai drastique, mesdames, sur le respect du temps pour nous permettre d'avoir une période d'échange tous commune après. Bien, merci beaucoup. Je remercie les organisateurs de cette invitation qui est fort intéressante et engageante. Je reconnais aussi que je suis dans ce panel la seule personne qui va parler d'une situation de privilège blanc. Donc, je trouve que c'est important de le mentionner. Je me penche sur les questions d'éducation à la citoyenneté depuis 2007. Et donc, c'est un enjeu qui me touche particulièrement, mais je crois que c'est important pour nous, avant de parler de l'éducation à la citoyenneté, de se poser, en fin de compte, la question, est-ce que, à l'heure actuelle au Québec, il existe une réelle citoyenneté? C'est-à-dire qu'on peut se poser la question de la remise en question, donc de la légitimité des organisations, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient de la société civile, face au modèle néolibéral, à la mondialisation de l'économie. Qu'est-ce qu'on entend donc par citoyenneté dans la pratique au Québec? Est-ce qu'on parle seulement de la citoyenneté dans une perspective juridico-légale et minimaliste, c'est-à-dire le fait d'avoir un statut légal accordé aux résidents d'un territoire et leur reconnaissant certains droits et libertés, exigeant d'eux un rapport privatisé à l'État par le biais d'impôts individuels payés en échange de services, plutôt que dans une perspective de justice redistributive. Est-ce qu'on parle de la délégation de pouvoir et de responsabilité à un gouvernement qui, entendons-nous, n'est plus celui d'individus qui se tiennent debout ensemble pour se doter d'institutions veillant à l'intérêt général, à des besoins qui devraient être soustraits au marché, mais plutôt un État qui devient synonyme de la mainmise d'un parti politique, de son idéologie et surtout des intérêts de ses membres et financiers sur les affaires publiques.
Je soulignerai tout le péril inhérent à ce que la société civile, constituée de forces critiques et parfois oppositionnelles, c'est-à-dire de contre-pouvoirs, délègue son pouvoir à une élite tous les 4 ans, qui, sous le discours identitaire chauvin et compétitif, incite à l'obéissance, la dépolitisation du monde social, voire la défense de ses intérêts particuliers contre l'intérêt général. Nous pouvons donc ainsi questionner l'idée qu'il existe une réelle citoyenneté au Québec. Je m'excuse, je vais être comme juste légèrement déprimante. Mais bon, je suis de l'école critique, des théories critiques, donc vous allez peut-être les reconnaître. Si l'éducation formelle, donc les programmes de formation de l'École québécoise, ont comme mandat d'offrir la formation générale qui habiliterait une citoyenneté engagée et délibérative, force est de constater que ce mandat a été perverti par 2 lourdes tendances au-delà de ce que je viens déjà de dénoncer. Le premier est un virage identitaire dans l'enseignement des sciences humaines à l'école. Le second est issu de la gestion axée sur les résultats, ce modèle de nouvelle gestion publique qui a corrompu les finalités citoyennes de l'école, c'est-à-dire rendre soi et libre au profit de la marchandisation de l'éducation. On peut dire de l'éducation à la citoyenneté formelle qu'elle n'existe plus vraiment dans les programmes de formation à l'École québécoise. Au mieux, elle pourrait exister dans l'initiative personnelle de certaines enseignantes, certains enseignants, mais elle ne compte plus parce qu'elle est soit éliminée comme compétence évaluée, ou soit complètement disparue du programme. Ce qui compte désormais, c'est la reproduction de savoirs dits factuels et le score des élèves dans les examens ministériels, ce qui dirige malheureusement les efforts des enseignantes et enseignants à faire scorer les élèves sous peine de réprimandes explicites et implicites. Ce n'est pas que les enseignants ne veulent pas former à la citoyenneté, c'est qu'on leur a dit que ce n'est plus important, il faut faire scorer les élèves pour placer le Québec dans une position concurrentielle dans les palmarès de l'OCDE et autres. Revenons à la question identitaire. Alors que dans le programme initial, l'éducation de la citoyenneté était mise de l'avant comme un résultat de l'apprentissage de l'histoire, de ses modes de pensée critique, et définie dans une perspective libérale axée sur les institutions et la délibération, elle est désormais présentée dans une perspective identitaire, fondée sur l'idée nationale unitaire, monolithique, où les institutions de l'État seraient en quelque sorte porteuses par leur trait normatif de l'invariant culturel ou des caractéristiques associées à un groupe ethnique, et ce, à l'exclusion des invariants, toujours entre guillemets, ou caractéristiques d'autres cultures. Pourtant, les classes dominantes n'hésitent pas à faire appel au concept d'identité nationale comme un en soi homogène et partagé par tous afin de rallier les masses à la défense d'institutions, d'une culture et d'un système aux dépens de leurs propres intérêts. Et c'est de cette citoyenneté-là qu'il est question dans les nouveaux programmes d'histoire nationale au Québec, où vraiment, ce qu'on demande aux élèves de faire, c'est de se reconnaître tous et chacun dans un nous unitaire qui n'existe pas. Dans un nous unitaire qui, en fin de compte, nie l'existence de classes sociales, l'existence d'intérêts divers et diversifiés, l'existence d'identités multiples. On leur demande simplement d'obéir à l'idée qu'on a tous les mêmes caractéristiques, toutes et tous les mêmes caractéristiques, et qu'on doit, en fin de compte, obéissance à un État national. L'identité est utilisée par des entrepreneurs politiques, tu vas côté, afin de persuader les gens de se comprendre eux-mêmes, ainsi que leurs intérêts, leurs difficultés d'une certaine façon, donc de la façon de l'élite. Ce qu'on est en train de leur dire, c'est que les intérêts de l'élite, ça devrait être leurs intérêts. Ah, ils vont me faire des signes de, je sais pas, j'ai trop parlé. OK, ouf. Et l'idée qu'en fin de compte, on est identique aux uns et aux autres, et les différences, c'est une très mauvaise chose, puis il ne faudrait pas en parler parce qu'il faut vraiment qu'on adhère à ce bloc monolithique-là, qui en fin de compte est dans l'intérêt d'une élite et pas dans l'intérêt de nous toutes et tous. La deuxième lourde tendance, c'est la marchandisation de l'éducation et le fait qu'en fin de compte, le citoyen que l'on forme à l'école, c'est le citoyen entrepreneur de lui-même. Sous la pulsion d'une redéfinition des rapports de l'individu à l'État et du passage du citoyen au client consommateur de services publics, l'institution scolaire, qui avait d'abord été établie par le rapport parent, est absorbée par les forces du néolibéralisme en éducation. Conséquemment, en fin de compte, on pense à l'éducation maintenant en termes économiques. Ou comme vont l'affirmer deux chercheurs que j'aime en particulier, Michel Fabre et Christiane Goyer, on parle de l'éducation comme un investissement dont on espère les bénéfices. Apprendre, c'est pour l'individu se constituer un capital humain à faire fructifier, c'est-à-dire à monnayer. C'est-à-dire que je m'en vais m'éduquer pour avoir un diplôme, et ce diplôme-là,
il est échangeable pour une position de prestige dans la société. Je ne vais plus m'éduquer pour être citoyen, pour être moi et libre, pour être un être humain épanoui. Je vais m'éduquer, en fin de compte, pour des fins de rentabilité et d'employabilité. Et plus je score, plus mon capital humain est grand. L'école est désormais donc sommée d'intérioriser les valeurs du marché de sorte que l'entreprise peut apparaître aujourd'hui comme une source nouvelle de valeurs éducatives. Et on le voit, l'entrepreneuriat à l'école est devenu quelque chose de très important. Le signe que l'idéologie néolibérale imprègne désormais les esprits, c'est qu'elle semble porteuse d'un bon sens difficilement critiquable et sans alternative possible. Vous devriez voir les directions d'école quand je tiens ce discours. À quelle citoyenneté est-ce qu'on forme donc? Bien, on forme le citoyen entrepreneur de lui-même, défenseur d'une liberté négative qui vise l'élimination des obstacles à son exercice de sa liberté, qui considère que ses impôts paient pour des services plutôt que d'agir comme engagement envers une justice redistributive. Il est en concurrence avec les autres entrepreneurs d'eux-mêmes et peut gagner un avantage en performant mieux qu'eux. Performance échangeable pour une position sociale enviable, comme je le disais tout à l'heure, ce qui produit la chosification de soi et de l'autre. Et l'autre est nécessairement un concurrent. On repassera pour la solidarité. Enfin, notons que cette façon de voir l'éducation a fortement influencé les rapports sociaux qui se dessinent dans l'école. Comme les enseignantes et les enseignants sont sous une pression incommensurable de produire des statistiques qui placera l'école, la commission scolaire, le Québec, de façon concurrentielle dans un marché scolaire, elles et ils doivent contraindre les enfants à ces apprentissages qui seront à l'examen, contenir leur pulsion d'enfant, exercer une autorité autoritariste afin de faire passer la matière. Ce type de rapport entre les enseignantes et les enseignants et les élèves, les conflits et la répression qu'il peut générer fait partie d'un curriculum caché qui forme à obéir aux détenteurs du pouvoir. Nous sommes loin de l'éducation comme rapport de reconnaissance. Pour ma part, je prends effectivement comme prémisse théorique que la citoyenneté est une institution de reconnaissance qui permet de reconnaître l'entièreté humaine et sociale de tout être humain, de voir en lui à la fois l'universel et le distinct, et dans son interaction avec lui, de se construire et solidairement d'agir de même envers lui. Hegel, je m'excuse, je cite Hegel, lancez-moi des petits cailloux. Hegel disait « Un sujet, pour autant qu'il se sait reconnu par un autre dans certaines de ses capacités et de ses qualités, pour autant qu'il est donc réconcilié avec celui-ci, découvre toujours des aspects de son identité propre, par où il se distingue sans nul doute possible des autres sujets. Mais par ce processus-là, il devient solidaire des autres parce qu'il reconnaît que les autres vivent la même chose que lui. La citoyenneté est en ce sens l'exercice de la liberté sociale qui prend la forme d'une entreprise éminemment collective et coopérative dans la discussion, la délibération avec les autres, nécessitant le souci commun des membres de la société de discuter et de négocier publiquement l'ensemble de leurs centres d'intérêt partagés et partant, une forme de solidarité que les institutions seront chargées de maintenir et de promouvoir. Cette liberté réelle qui seule permet à l'individu non pas d'avoir les ressources matérielles pour se réaliser seulement, ou même d'avoir la reconnaissance juridique de son droit et être libre, ou encore d'avoir les outils réflexifs pour un jugement éclairé et juste sur ce qu'est sa volonté propre. Mais c'est une liberté, ce n'est pas que ça, en fait, la liberté sociale. C'est une liberté qui se construit avec et grâce à sa collectivité, où sa volonté et ses décisions s'incarnent et s'actualisent par l'acte de communication et de reconnaissance avec celle de cette collectivité. Donc, je vous ai fait un topo super déprimant. Je vous présente une citoyenneté que l'on pourrait avoir qui est en fait un rapport de reconnaissance. Et je cède la parole à des femmes qui ont une expérience pratique et pragmatique de cette citoyenneté que je nous souhaite à tous. Merci. Merci beaucoup pour ce premier round, plein d'uppercuts de réalité. Le lien est facile à faire, hein? Les bulletins chiffrés qui ont été maintenus au Québec pour s'assurer d'avoir mon enfant par rapport à la moyenne du groupe, parce que c'est ça qui est le plus important. Un système à 3 vitesses, donc le privé, les écoles publiques, choix sélective et les écoles, en fait, ce qui reste. Donc, ce qui nous permet, en fait, de passer la parole à Nicole Obonsawim, qui est anthropologue, muséologue et femme engagée, militante écologiste. Elle a longtemps été directrice du musée des Abénaquis,
conseillère dans son conseil de bande, mais quel conseil de bande? Parce qu'il manquait juste, c'était lequel? Odanak. Odanak, ben voilà! Oui. Ah. Voilà. Le conseil, donc, de bande d'Odanak, et elle a lutté sans relâche pour convaincre les gouvernements de mettre sur pied des politiques culturelles davantage conciliantes avec les racines amérindiennes du Québec. Nicole. Ouf! Alors, je parlerai pas, j'aurai pas un débit aussi rapide, je lirai pas, je vais juste parler, en fait, de l'expérience. Quand on regarde les constats sur l'éducation, nous, on l'a ressenti à plusieurs égards. Et c'est pour ça que souvent, on parle des enfants autochtones qui décrochent de l'école parce qu'on ne se reconnaît pas dans cette école-là. On n'arrive pas à trouver notre place. Donc, ça fait longtemps. Alors, il y a tout aussi l'expérience que vous connaissez des écoles résidentielles, comme moi, je n'ai pas vécu, mais qu'un paquet de gens qui sont de mon âge et un peu plus vieux que moi ont vécu. Puis ça a des répercussions directes sur la façon dont les jeunes autochtones aujourd'hui font face à l'éducation maintenant dans les écoles. Beaucoup des étudiants autochtones maintenant fréquentent des écoles qui ne sont pas des écoles tenues par les Autochtones, donc ils ont accès à tout ce discours qui ne correspond pas du tout à leur réalité, qui fait qu'au lieu d'être en coopération ou en collaboration, ils sont en compétition et souvent, ils ne tiennent pas la pression d'être en compétition. Donc, c'est souvent ces gens-là qui quittent et puis qu'on lâche et puis on dit « Ah, on a un grand taux de décrochage chez les Autochtones, mais on ne se reconnaît pas dans cette école. » Donc, il y a ça aussi. Il y a aussi le fait que, on n'a pas parlé de nous, on ne parle pas de nous dans les livres. Là, je dis ça, puis cet après-midi, je vous partage quelque chose. Ma petite fille qui a 10 ans, qui est arrivée en 4e année, qui est arrivée à la maison, puis qui a dit « Hey, mamie, tu sais pas, on parlait de nous à l'école. » Puis elle était tout contente de ça, c'est parce que là, on a demandé où se situait un village amérindien, en quelque part, dans le centre du Québec. Ben, elle s'est dit « Mais c'est chez nous. » Puis tout à fait, à ce moment-là, elle s'est dit « Mais c'est bien, on parle de nous. » Mais tu sais, c'est une fois. Mais ça, c'est parce que c'est arrivé aujourd'hui. Donc, je ne peux pas dire qu'on n'est pas là du tout. Donc, mais c'est ça, c'est que les gens ne se reconnaissent pas à l'école, on ne parle pas de nous, ou on doit se battre pour être dans l'histoire. Hein? Puis on pourrait être à bien d'autres endroits que l'histoire, en tout cas, à mon point de vue. On pourrait être là pour la démocratie, en politique, on pourrait être là pour plein d'autres aspects qui sont l'environnement aussi, sûrement, hein? Donc, plein d'aspects, la solidarité, la coopération, tout ça, c'est des choses, et même dans la science, parce qu'on parle de nous, souvent on parle, c'est comme si on était du folklore ou des gens désincarnés, mais on est aussi des gens qui ont, à travers leur expérience, expérimenté la science pour toutes sortes de sujets, que ce soit l'architecture, que ça soit les plantes, que ça soit plein d'autres, même la façon de cultiver les plantes. Alors, tout ça fait que, puis on n'est pas là, on nous remercie parce qu'on a apporté le maïs, puis tout ça, mais oui, mais en arrière de ça, il y a beaucoup de choses qui devraient être mises aussi en avant. Et donc, on n'est pas, puis là, je dis on se bat pour l'histoire, parce que même dans l'histoire qui parle des Autochtones, aujourd'hui, c'est un peu amélioré, mais il n'y a pas si longtemps, moi, à l'époque où moi j'ai appris avec beaucoup de Québécois qui sont de mon âge, 60 ans et plus, où on a appris qu'il y avait des bons puis des méchants, là. Donc là, on est rendu plus loin. Par contre, les gens qui ont mon âge pensent toujours comme ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est là où je me situe, c'est que oui, je travaille avec des jeunes aux écoles, mais je travaille avec des adultes maintenant. Je fais de l'éducation populaire avec des adultes, des associations, de regroupements de femmes, différents groupes sociaux qui sont un peu plus âgés, qui n'ont pas eu accès à l'histoire que maintenant on raconte. Puis je dis que l'histoire qui est racontée aujourd'hui n'est pas encore tout à fait parfaite. Il y a plein de trous dans cette histoire-là. Il a fallu se battre pour être là, pour montrer qu'on était présent au-delà de la traite des fourrures, puis Louis Riel et puis la crise d'Oka, là. Fait que, mais c'est à peu près ça. On faisait ça sans faire de lien. Alors, pour que les gens reçoivent ça, puis qu'à finalement, ils soient, même les jeunes Québécois ne veulent plus rien savoir des Autochtones, parce qu'ils sont tannés de se faire dire qu'on vit dans des maisons longues, là.
Donc, en tout cas, il y a ça, on en rit, mais c'est ça. Puis les jeunes disent, ben pas encore les Autochtones, on va encore savoir qu'ils vivent dans les maisons longues, puis tout ça. Mais c'est vrai, c'est encore là, dans l'histoire. Alors, il y a plein de choses comme ça qui se passent encore aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a décidé qu'on pouvait faire une école avec nous-mêmes, une école pour les Premières Nations, une école où on pouvait rendre plus tangible, puis montrer que les qualités qu'on a sont pas, c'est pas qu'on n'est pas dans la société, on est dans la société, mais on a une culture qui est riche, mais qui n'est pas connue. Et donc, nous, moi, je travaille maintenant à Kiuna. Kiuna, c'est le premier cégep pour les Premières Nations au Québec. Et d'ailleurs, c'est ouvert aux Québécois. C'est pas une école qui est fermée parce qu'on voulait pas être considéré comme une école ghetto. Hein? On est ouvert. On apprend sur nous. Si les gens veulent apprendre sur nous, qu'ils viennent nous voir. Hein? Alors, c'est possible que les Québécois puissent aller à l'école. Et donc là, on a un programme de sciences humaines, mais on a aussi un programme qui vient de débuter, qui est sur les langues autochtones, parce que l'année prochaine, c'est l'année internationale des langues autochtones. Et on sait que ces langues-là sont en danger. Les gens, souvent, nous font le reproche, mais vous ne parlez même pas votre langue. Mais oui, mais c'est toute l'histoire que vous ne savez pas. C'est ça qui fait qu'on ne parle pas notre langue aujourd'hui. Beaucoup de gens qui ont été exclus des communautés, les femmes, hein? Donc les femmes qui ont été exclues en perdant leur statut, ont élevé leurs enfants à l'extérieur et ces gens-là, donc, ont perdu la langue, l'usage de la langue, et aujourd'hui, on leur reproche qu'ils ne parlent pas leur langue. Donc, c'est toute une sensibilisation haute qu'il faut faire. Il faut mettre les gens au courant, dire on n'est pas contre le progrès, mais si le progrès veut détruire le monde, ben là, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, il faut être capable de se lever puis de le dire. Oui, il reste 5 minutes, c'est bon. OK. Je suis encore bonne. Ah, c'est salut! Ah, c'est un salut. OK. Il me reste 15. Là, c'est 15. 15, OK, c'est bon. Mais, dans le fond, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est l'année prochaine, c'est l'année internationale des langues autochtones. Et nous, à Kiuna, cette année, on a amorcé au mois d'août, quand on a ouvert Maintenant, on donne des cours de langue. Alors, il y a des cours de langue autochtone qui sont donnés chez nous. Il n'y en avait pas, mais là, on a dit, il est temps qu'on donne des cours de langue parce que nos langues se meurent. Et nos jeunes ne voient pas comment on peut faire pour travailler avec ces langues-là. Parce qu'on ne peut pas s'en servir pour travailler. Hein? C'est ça aussi. Donc, alors, on a à moins de travailler dans nos communautés, ce qui peut être possible, mais seulement si on veut, ça serait bien que les Québécois se mettent à apprendre les langues autochtones aussi. C'est bien d'apprendre les langues ailleurs dans le monde, mais ça serait bien d'apprendre les langues autochtones, que ce soit le Mohawk, que ce soit l'Innu, l'Atikamekw, pourquoi pas la Benaki, pour être capable de parler avec nous. Hein? De vraiment nous rencontrer dans nos langues, ça serait vraiment un signe de solidarité, de grande solidarité, surtout dans un temps où les langues sont en danger, en tout cas. Donc, il y a beaucoup à faire. Et puis, on est un peu critique de l'école telle qu'elle est vécue maintenant. Puis je dirais, je suis critique aussi parce que dans les communautés maintenant, ce qu'on fait, c'est que c'est les écoles qui sont administrées dans les communautés, mais c'est souvent les programmes du ministère qui s'appliquent dans les communautés. Donc, il y a, à part le fait qu'on a des aînés qui viennent nous parler de temps en temps, on suit le même programme. Donc, on est en train de suivre le même modèle, puis pas trop se poser de questions là-dessus. La seule chose qu'on constate, c'est que les gens décrochent. Eh bien, ils ne décrochent pas pour rien. Je pense qu'il y a une bonne raison pour ça. Et puis, il est temps qu'on soit solidaire pour montrer qu'on a besoin d'une école qui va faire en sorte qu'on va être vraiment pleinement jouer notre rôle à l'intérieur de la communauté, mais avec vous, ensemble. Merci. Merci, Nicole, pour cette réflexion. Puis je vous dirais, une des choses qui m'a clairement marqué dans ce que tu as dit, c'est vraiment ta petite fille qui dit « Wow, il parle de nous aujourd'hui ». Combien a-t-on d'élèves qui tous les jours vont à l'école et qui peut-être jamais peuvent dire « Wow, on a parlé de moi aujourd'hui ». Je pense que c'est peut-être un des aspects qui manque à cette citoyenneté à l'école. Sans plus tarder, Diana Potes,
qui a réellement choisi le Québec, puisque Diana est originaire de Colombie, est arrivée la semaine dernière, ou depuis quand t'es là aujourd'hui? Mais oui, mais je veux dire, qui est venu pour les panels ici, mais qui arrive en pleine tempête de neige. On s'entend, elle n'est pas venue ici en juillet pour des panels, là. Elle est là en novembre, début de neige. Elle revient, c'est un retour au Québec puisqu'elle a déjà séjourné. Diana, qui est femme métisse, active dans les luttes pour tout ce qui est de toutes et de tous, pour toutes et tous. Elle s'engage dans les processus qui cherchent d'autres façons de faire des liens entre nous, entre les êtres vivants et la Terre-Mère. Elle fait partie du Carnaval pour la vie, qui a des pratiques de construction collective et d'éducation populaire et de lutte contre les dynamiques d'accumulation du capital, des génocides, des dépossessions, des déplacements, des assassinats et des disparitions. Diana, merci d'être avec nous. Bonsoir. Moi, je vais mélanger un peu ma présentation. Parfois, je vais lire, parfois, je vais raconter des histoires. Et aussi, parfois, je vais simplement poser comme des points pour réflexion. Donc, comme Réginald a dit, et d'un côté, c'est bien parce que le corps a des mémoires et je encore me rappelle de la langue française, mais aussi j'ai oublié beaucoup. Mais c'est un mélange aussi de ça. Je suis très inspirée par ce que je viens d'écouter de vous deux. Et moi, je voudrais commencer pour poser les questions ou les réflexions autour des différences entre les conditions de vie de personnes qui sont nées dans différents territoires de la Terre. Dans chaque partie de la Terre, il y a des contextes spécifiques, des histoires, des relations avec la nature, et avec le cosmos, entre les différents êtres vivants, avec la vie. Et toutes ces relations et histoires ont changé à travers le temps. Mais ces changements ne peuvent pas être analysés sans tenir en compte les politiques d'expansion impériale qui sont développées avec des processus de colonisation brutale qui ont compris les invasions, militarisation, occupation des territoires, esclavage, l'imposition des idéologies, croyances, façons de vivre qui ont fracturé et brisé des chemins millénaires et des projets historiques qui n'ont pas aucun lien avec ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, à cause de ça que je viens de dire, il y a des gens qui sont nés dans des territoires qu'aujourd'hui on appelle pays, parce qu'avant, des pays où les États n'existaient pas. Et il y a des territoires qu'on appelle colonies et des autres territoires qui ont été des empires. Il y a des gens qui sont nés dans des empires et il y a des gens qui sont nés dans des colonies. Donc, c'est comme la première idée qui vont nous parler des différentes conditions de vie. Donc, ça, c'était les premières parties. La deuxième partie, c'est que parler des empires et des colonies ou des procès de colonisation nous amène directement à réfléchir sur les lieux que chaque territoire a dans l'engrenage global du capitalisme, parce qu'il y a des territoires qui sont vus comme sources pour exploiter, pour extraire des minéraux, soit que ce soit pour accumuler des richesses, et accumuler du capital et produire la richesse, que dans quelques parties du monde, la richesse
est lié à l'exploitation des autres parties. C'est une relation de double visage. Et c'est ici que je voudrais poser le sujet de l'éducation et du système scolaire au monde. Parce que, dépendant dans quel territoire ou lieu de ce monde on est né, ça pourrait qu'on rentre au système scolaire pour, d'un côté, pour créer ou pour apprendre des expectatives qui vont renforcer dans quelques cas de fierté impériale, et dans des autres cas, on va rentrer dans des processus scolaires ou des systèmes scolaires qui vont produire, comme Nicole a dit, des processus de négation très forts, négation de soi-même, de sa culture et de l'autre aussi. Donc, c'est une question très dure et très forte. Quoi faire avec la négation de soi-même? Oui. Bon, en Colombie, on écoute, c'est où j'étais née, et on écoute souvent parler, par tous les pays et par toutes les classes sociales, pour dire quelque chose, toutes les communautés, qu'il faut étudier pour être quelqu'un à la vie. C'est pas suffisant d'exister dans cette réalité matérielle pour être quelqu'un. Donc, le processus de négation de la colonisation fait que les gens rentrent à l'école pour être quelqu'un. Et si tu montes dans le système scolaire, tu vas être avec plus de prestige, comme tu as mentionné. Donc, et ça vous donne des idées de ce qui se passe avec ces processus de colonisation. Je ne connais pas comme profondeur, approfondir, et toutes les étapes de processus de colonisation, d'assimilation, mais je vais vous donner quelques données qui vont nous amener des idées et des images. Par exemple, dans les années 1538, oui, a été imposé le calendrier grégorien pour esclavage. Ça fait pas longtemps qu'on ne connaît pas les mois, les jours, les numéros de date. Oui. Et après ça, ou au même côté, ça a commencé l'évangélisation, oui, et l'occupation militaire des territoires. On va passer dans une autre époque, dans le siglo XIX, 19e siècle, avec l'intention d'installer la culture nationale du pays, parce qu'avant n'existait pas les pays. Ils ont décidé de les donner la mission de l'éducation à l'Église. Et il y avait des différences. Il y avait de l'éducation pour les élites. Et élite, on va parler de personnes qui avaient des privilèges dans tous les processus de racialisation. Et de côté, il y avait une autre chose qui s'appelle instruction publique pour tout le monde. Et l'instruction publique était catéchisme et aussi géographie, pour nous reconnaître, pour dire, vous habitez ici, mais avant, il y avait ce type de frontières. Donc, imagine comme l'éducation qu'on reçoit.
Et même si vous n'êtes pas dans les systèmes scolaires publics, ça, c'est tout des contenus qui ne parlent pas de notre histoire. C'est de l'histoire de l'Europe ou des autres pays. Bon, pour finir, peut-être parler après, je voudrais questionner le concept de citoyenneté, ne seulement pas pour sa relation avec les démocraties libérales de marché, comme Stéphanie a dit, mais aussi pour la conjoncture actuelle, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un lieu pour exister et qu'il y a un processus de migration globale très fort. Et aussi, pour parler de citoyenneté globale, on réfléchit autour de la technologie, qui est la base aussi, qui est en arrière ça, il y a d'exploitation pour produire la technologie qui va nous permettre la citoyenneté globale. Ça. Merci. Merci beaucoup, Diana. Et oui, en effet, pour le souligner, par mon rôle, en fait, en tant que conseiller pédagogique en relations et éducation interculturelle à la Commission scolaire de Montréal, l'une des questions que tu poses est là, le rapport empire versus colonie qui fait encore partie des programmes et de la façon dont l'enseignement de l'histoire et de la géographie se fait toujours, de l'univers social en général, teinte les relations entre les élèves dans les écoles ici. Cet effet-là est là. Donc, encore une fois, ces questions viennent nous interpeller directement, qu'elles se situent à Montréal, en Colombie, qu'elles se situent en territoire autochtone, dans les écoles québécoises ou canadiennes. On est vraiment dans des enjeux, mesdames. Vous mettez le doigt sur nos multiples bobos. Alors, il nous reste une dernière panéliste, mais non la moindre, bien sûr. Gina Tézé, professeure au département didactique de l'UQAM. Une amie, est-ce que je peux raconter une petite anecdote, là? La première fois que j'ai rencontré Gina, c'était à l'école Saint-Luc, alors qu'elle enseignait les sciences et que j'étais un jeune stagiaire. Et c'était l'une de ses profs qui donnait le goût de réellement rentrer en éducation et de venir faire une différence auprès des élèves. Je retourne à mon texte. Co-titulaire de la chaire UNESCO Démocratie, citoyenneté mondiale, éducation transformatoire. Elle est chercheure au Centre de recherche en éducation et de formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Et bien sûr, elle collabore aux travaux et aux activités de 2 organisations de l'UNESCO. L'équipe spéciale internationale sur les enseignants pour l'éducation 2030, CISE à Paris, et l'Asia Pacific Center for Education for International Understanding, CISE à Séoul. Ça en fait des voyages, hein? On ne s'ennuie pas. Elle est aussi professeure associée à l'Institut des sciences et technologies et des études avancées d'Haïti. Donc, Gina. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Si vous le permettez, je vais me mettre debout. Je me sens plus à l'aise de parler debout. J'aimerais remercier la COSI pour cette belle invitation devant cette belle assemblée. Donc, je vous remercie de me donner cette opportunité d'échanger ces idées avec vous à la suite de mes collègues. En plus, vous allez voir que nous communiquons beaucoup par l'âme, le cœur, la tête, de toutes les manières possibles. Ça va? Oui? Alors voilà. Je vais Pour commencer, on va se mettre dans la présentation avec une citation d'une poétesse que j'aime beaucoup, une jeune poétesse Innu, Natacha Canapé-Fontaine. « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures. » Ici,
Je crois que Stéphanie et Nicole et Diana vous ont parlé de situations problématiques, de situations extrêmes qui se déroulent un peu partout dans le monde, que ce soit au Québec, au Canada, dans tous les pays où se trouvent des populations autochtones, ou bien en Amérique latine, mais on peut ajouter l'Asie, on peut ajouter l'Afrique, particulièrement l'Afrique subsaharienne, on peut ajouter aussi les Caraïbes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Des classismes, des colonialismes ou néocolonialismes, donc des colonialismes qui se déguisent, des écocides. Diana en a parlé tout à l'heure. Néolibéralisme, racisme, sexisme. Et maintenant, un néologisme, genrisme. Donc, toutes ces dynamiques, elles sont profondes, elles sont systémiques, elles sont chroniques, elles sont systématiques. Alors, j'utilise la métaphore de l'iceberg pour mieux comprendre que cette dynamique, on peut penser qu'elles sont superficielles, mais au fond, ce qu'on voit, en fait, ce n'est que la pointe de l'iceberg, parce que toute cette dynamique, en fait, plonge au cœur dans les dynamiques institutionnelles. Elles sont présentes dans nos institutions, elles sont présentes dans nos sociétés, dans les médias, etc. Et plus profondément encore, des dynamiques civilisationnelles. Ces pathologies, elles donnent lieu à des blessures. Réginald parlait de Bobo, il ne croyait pas si bien dire. Paul et moi, nous avons développé donc ce concept de citoyenneté blessée. Citoyenneté blessée, à la fois dans le corps, à la fois dans le cœur, à la fois dans l'esprit et aussi dans l'âme. Ces citoyennetés blessées donc, prennent une dimension physique à travers le phénotype, notamment la couleur de la peau, les traits du visage, texture des cheveux, les gabarits du corps, la dimension affective, les sentiments, les expressions, la dimension cognitive, nos manières de penser, nos manières de savoir, nos manières d'apprendre, et aussi la dimension spirituelle, en fait, nos manières de se mettre en quête de sens. Donc, lorsqu'on parle de citoyenneté blessée, en fait, ce sont les identités qui sont déjà blessées et qui vont donner lieu à des altérités et donc à des rapports à l'autre blessés et par la suite donc à des citoyennetés blessées. Ces citoyennetés blessées, il y a des recherches qui montrent que, par exemple, l'UNESCO pense que l'un des facteurs prépondérants dans les citoyennetés, dans ces pathologies sociales, c'est l'exclusion. En fait, toutes les dynamiques de discrimination et autres qui donnent lieu à l'exclusion. Alors, c'est pourquoi maintenant, dans l'agenda de l'éducation 2030, l'UNESCO insiste beaucoup sur l'éducation inclusive et équitable. Donc, vous verrez beaucoup ces deux concepts-là en ce qui concerne l'agenda de l'éducation 2030. Et donc, nous sommes en route vers cette éducation 2030. Alors, nous proposons, donc, au lieu de juxtaposer inclusion, équité, diversité, etc., nous proposons de voir l'inclusion, en fait, comme la résultante de 3 principes fondamentaux. Donc, lorsqu'on exclut, en fait, c'est parce qu'on ne reconnaît pas la diversité. Et donc, premièrement, pour inclure, il faut déjà reconnaître la diversité des phénotypes, la diversité des lieux, la diversité des rapports aux lieux, la diversité de la quête de sens, la diversité des territoires et des rapports aux territoires. Accueillir la diversité. Deuxième principe, l'égalité. L'égalité ici veut dire l'égalité en droit, les droits fondamentaux et les autres droits également. Et l'éducation est reconnue comme un droit fondamental, justement. Et enfin, puisqu'il y a inégalité sociale, il faut bien qu'il y ait des mesures d'équité pour pallier, pour combattre ces inégalités sociales. Alors, donc, nous proposons donc l'inclusion, en fait, une équation de l'inclusion associant donc ces 3 principes fondamentaux. Enfin, la chaire UNESCO, la chaire UNESCO en démocratie, citoyenneté mondiale et éducation transformatoire. Je vous présente ici le logo de la chaire. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a toute une histoire dans ce logo. Hein, okay? Alors, la chaire UNESCO DCME, qu'on dit, il s'agit de 3 thèmes. Démocratie, citoyenneté, éducation transformatoire. 4 couleurs, le vert, le bleu, le brun, l'orange. 4 éléments
Donc, chaque couleur est associée à un élément. Donc, le vert pour l'air, le bleu pour l'eau, le brun pour la terre et l'orange pour le feu. Et 4 principes éducatifs fondamentaux: l'éducation pour la démocratie, associée à l'air, l'éducation pour la citoyenneté mondiale, la fluidité, l'eau, l'éducation transformatoire associée au sol, l'éducation étant l'humus dans lequel doivent s'ancrer à la fois la démocratie et la citoyenneté mondiale. Et enfin, pour lier tout cela, il faut de l'énergie. Et cette énergie nous vient par l'éducation au dialogue. Comme Stéphanie en a parlé tout à l'heure, un dialogue inclusif aux échelles familiales, locales, régionales et mondiales. La citoyenneté mondiale, souvent les gens sont réfractaires à cette notion parce qu'on pense citoyenneté mondiale en lien avec mondialisation. Alors là, je voudrais dire que nous associons la citoyenneté mondiale plutôt au concept de mondialité qui nous vient de l'écrivain martiniquais Édouard Glissant. Alors vous voyez ici donc ces rhizomes, ces racines pour Édouard Glissant. Donc ces racines sont bien implanté au sol, mais en fait, c'est pour mieux encore que les branches se déploient. Et donc, il n'y a pas antinomie, il n'y a pas dichotomie entre appartenir, être ancré dans un lieu, dans une culture, etc., et en même temps se déployer dans le monde. Pas de manière uniforme, mais toujours dans sa diversité. Et voilà. J'aime bien cette image. Elle nous dit que finalement, nos racines culturelles ne nous unissent-elles pas bien plus qu'elles nous distinguent ou nous divisent. Alors, l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'ECM pour l'UNESCO, donc, a pour objet de mettre à la disposition des apprenants de tous âges j'ai oublié, d'assumer un rôle actif tant au niveau local que mondial et de participer à la construction de sociétés plus pacifiques, plus tolérantes, plus inclusives. Ici, l'éducation à une citoyenneté mondiale, donc on insiste sur la question des droits, vraiment. Et là, je mets droits de l'homme, non, moi je n'accepte pas, ok, les droits de la personne. S'il vous plaît, ne dites plus jamais droits de l'homme. En 2018, ça n'a aucun sens. Les inégalités et la pauvreté. Donc, elle vise, l'éducation à la citoyenneté mondiale, vise à inculquer aux apprenants des valeurs, attitudes, comportements qui sont à la base d'une citoyenneté mondiale responsable. Et là, on parle de créativité, innovation, engagement en faveur de la paix, etc. Ici, Nicole en a parlé tout à l'heure, mais pour ce, c'est radical. Il faut donc une transformation des rapports à soi, des rapports à l'autre, des rapports à l'environnement et des rapports au monde. Ce qu'on nous dit, c'est qu'au lieu de mettre de plusieurs dimensions à l'éducation à la citoyenneté mondiale, il vaut mieux voir le CM comme une constellation de valeurs et d'éducation à ces valeurs. Alors ici, vous en avez une douzaine. Dignité, paix, environnement. Stéphanie parlait de reconnaissance. Ici, il y a appartenance. Et je pense que les deux vont ensemble. Hein. Reconnaissance et appartenance. Solidarité, inclusion, viabilité, justice sociale, communauté de destin, diversité, égalité, équité. Et enfin, ce qui chapeaute le tout, l'humanité, notre humanité commune. Et donc, éducation à la citoyenneté mondiale, ça peut sembler un peu mièvre. Hein. Ça peut sembler, ah oui, c'est doux, c'est gentil. Non. Non. Éducation, pour moi, d'abord, je dis éco-citoyenneté mondiale. Tant on sait maintenant qu'il ne faut pas se cacher, il ne faut pas jouer à l'autruche. D'accord, la dimension écologique, elle est fondamentale. Et donc, il y a bien lieu de parler d'éco-citoyenneté mondiale. Ce sont des dynamiques en tension. Et donc, pour moi, ça prend résistance et résilience en même temps. Donc, résistance, refuser les savoirs toxiques, dire non. Déconstruire ces savoirs toxiques et reconstruire, ce n'est pas tout de déconstruire, il faut reconstruire des savoirs émancipateurs et de manière à se réaffirmer en disant oui. Mais il faut aussi de la résilience
Il faut se redonner la parole pour combattre le musulman, dont Nicole nous parlait tout à l'heure. Il faut refaire son devoir de mémoire pour combattre l'effacement, dont Nicole a parlé aussi, se réengager pour combattre la passivité et puis reprendre du pouvoir sur soi par l'action. Alors, résistance et résilience, pour moi, sont les deux faces de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Alors, éco-citoyenneté, on a donc identité, nomadisme, spatialité, fluidité, etc. Et pour finir, je dirais que nous avons une philosophie africaine. Hegel a dit que l'Afrique n'a pas de philosophie. Je ne suis pas d'accord avec lui, vous comprenez? Et donc, voilà. Il y a la philosophie Ubuntu. Peut-être que vous avez déjà entendu le terme, mais que vous l'avez associé à un logiciel quelque part. Mais non, Ubuntu, ici, c'est une philosophie africaine qui nous vient donc de l'Afrique du Sud, du peuple Bantu, et qui dit « Je suis parce que tu es. Je suis parce que nous sommes ensemble. » Et je pense que ça répond bien à la citoyenneté mondiale. Et enfin, Nyawen en Mohawk, ou bien Chinashku Mitin en Innu. Et j'aimerais souligner donc nos deux poétesses que je considère comme de belles éco-citoyennes du monde, Joséphine Bacon et Natacha Canapé-Fontaine. Merci. Merci beaucoup. Merci énormément. Écoutez, je vous dirais, lorsque le concept, lorsqu'on voit le concept d'éco-citoyenneté mondiale, on se dit, ça ne devrait pas être ça qui serait à l'avant des programmes, ça ne devrait pas être ça l'objectif finalement de l'éducation, et que le français, les mathématiques, l'univers social devraient tous être au service du développement de cette éco-citoyenneté mondiale, plutôt que ça serait un simple complément à côté des programmes. Donc, je pense qu'il y a une réflexion très intéressante que nous amène là, Gina. Je tiens à remercier nos 4 panélistes qui ont été superbes dans cette torture qui est de concire leurs pensées en un petit peu plus d'une dizaine de minutes. Ce qui nous laisse du temps, et je vous dirais... Stéphanie me demandait tout à l'heure, mais là, tes questions, ça sera pas trop des pièges? Ben, je m'excuse, finalement, oui. Mais c'est de votre faute! Vous nous avez amenés dans des territoires où est-ce qu'on peut pas... Je peux pas arriver avec une question banale sur, donc, finalement, est-ce que vous avez aimé la présentation? Et voici la réflexion que je vous lance. Elles vont débattre entre elles pendant quelques temps, mais ensuite, nous allons tous pouvoir leur poser des questions, incluant ceux qui sont à la maison, dans le confort de leur divan, en snuggly. On les envie, n'est-ce pas, quand nous aurons tous à braver la neige après. Donc, je vous lance cette première question écoutez, que vous m'avez inspirée. On parle d'éduquer à la citoyenneté et peut-être qu'elle n'est pas justement là, l'erreur. Éduquer à la citoyenneté sous-tend qu'on a déjà un objectif qui est prédéfini, sous-tend que les enfants qu'on a ne sont donc pas déjà des citoyens. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas une perspective là, de plutôt éduquer en prenant mieux compte du citoyen qui est l'enfant, que sont leurs familles? Je vous laisse vous arranger avec ça pour une dizaine de minutes maintenant. C'est tellement une belle question parce que Olivier Reboul, le grand philosophe de l'éducation, soulignait qu'on présente à l'enfant l'école et l'éducation comme étant un moment de suspension de la vie. La vie, c'est tout ce qui n'est pas à l'école. La vie, c'est quand tu joues avec tes amis, c'est quand tu es en interaction avec ta famille, ta communauté, etc., etc. L'école, c'est autre chose, c'est l'artifice, c'est la simulation. La question de est-ce que l'enfant peut être citoyen est une question fondamentale parce qu'à mon sens, oui, l'enfant est citoyen et on ne le reconnaît pas. Et l'idée de l'éducation à la citoyenneté nie aussi l'idée qu'on est citoyen parce qu'on pratique notre citoyenneté, c'est-à-dire cette idée-là de praxis qui est très proche de la philosophie de l'éducation de Paulo Freire, mais qui, en fin de compte, est niée par un système scolaire qui est en mode de transmission-reproduction. Donc, je te transmets, tu me reproduis. Mais tu n'es pas un être actif ou en praxis, tu es un être en suspens.
jusqu'à ce que... Puis on leur dit à l'école, « Ah, tu vas savoir à quoi ça sert plus tard. Ah, tu vas voir, c'est important, mais c'est important pour plus tard. » Donc, il y a vraiment une suspension du droit, des droits et des libertés. Les enfants n'en ont pas à l'école. Je peux vous dire que quand on regarde les codes de conduite et le curriculum caché, les enfants n'ont pas de droit à l'école ou de liberté. C'est aussi une forme de soumission à l'autorité c'est ça qui devient l'éducation à la citoyenneté dans l'école, au scolaire. C'est se soumettre, c'est l'obéissance, c'est le comportement qui va plaire, qui, en fin de compte, nous met dans le marasme actuel dans lequel on est, où les gens ne participent pas à leur société. Donc, il faut redonner à l'enfant son droit d'être dans la cité, au même titre que tous les autres êtres de la cité. Et puis, c'est une collaboration de recherche que j'ai avec la France à l'heure actuelle sur l'enfant citoyen, mais il faut le faire rapidement parce qu'on est en train de démolir des enfances. D'ailleurs, si jamais vous voulez écrire au ministre de l'Éducation qui a cette lubie de scolariser, donc rentrer dans le moule le plus rapidement possible les enfants de 4 ans, lâchez-vous lousse. Oui, mesdames, alors, sur cet enjeu... Je trouve ça difficile parce que de constater ça, parce que les enfants nous apprennent beaucoup, mais il faut être capable de le voir, de l'entendre, qu'ils nous apprennent. Ils nous posent des questions qui les intéressent. Ils sont... Quand on ne leur laisse pas cet espace-là, ils deviennent ils dérangent, mais c'est des gens qui pensent, qui ont des idées, qui ont pas juste des rêves en couleur. Hein? Puis d'ailleurs, moi, je n'ai rien contre les rêves. Je trouve que les rêves, c'est nécessaire pour la santé. Donc, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'on prend pas les enfants au sérieux. Puis je pense que, tu sais, c'est pas tellement... Puis chez nous, on a souvent le contact des enfants avec les aînés, ce qui facilite que les enfants puissent s'ouvrir avec les aînés ils voient qu'il y a quelqu'un qui les écoute et puis qui peut même répondre, puis même aller rentrer dans leur histoire. Les aînés embarquent aussi. Ils ne sont pas juste là pour dire « Écoute, moi, mon petit gars, je vais t'apprendre ce que c'est. » Donc, je pense qu'il y a quelque chose là. Je ne m'étais pas posé de questions sur l'enfant citoyen, mais je vois qu'on ne respecte pas l'enfance. Puis, envoyer les enfants à 4 ans, laissez les enfants jouer. Laissez-les être des enfants, parce que quand ils jouent, ils apprennent aussi. OK? Ils apprennent beaucoup. Et puis, moi, j'ai eu... le réflexe, souvent, quand je me déplaçais en voyage ou aller faire des rencontres, d'amener mes enfants quelquefois avec moi, un ou l'autre. Puis les gens ont dit, mais oui, mais tu l'as fait manquer de l'école. Oui, mais j'ai dit, ce qu'ils vont apprendre avec moi, ils ne l'apprennent pas à l'école. Donc, c'est aussi le regard des autres sur la culture autochtone, comment les gens peuvent apprécier qu'on leur raconte cette histoire. Les enfants ont besoin de ça aussi. Donc, moi, puis là, mon fils est parti en voyage de noces avec ses enfants, avec ses 3 enfants. Puis ils sont allés en Irlande et puis c'est ça, il a manqué d'école, mais il s'est dit, ce voyage-là, ils vont apprendre tellement en voyageant, en étant dans un autre pays, en rencontrant d'autres personnes. Puis il leur a dit, vous allez devoir parler anglais, parce que là-bas, ça parle anglais. Alors, il faut que vous essayez de parler anglais pour être capable de parler avec les gens. Puis il n'est pas allé dans un tout inclus, là. Il est allé se promener, visiter, faire le tour. Puis les enfants avaient préparé leur voyage avant de partir, les parents aussi. Mais je veux dire, les enfants devaient trouver... Ils ont pris des livres, ils ont pris plein de choses sur l'Irlande, ils ont regardé sur Internet, puis ils se sont dit, ça, on veut voir ça, ça, on veut voir ça, ça, on veut voir ça. Donc, ils avaient fait des choix, 3 choix par enfant. Il y avait 3 enfants. Donc, les adultes ont dû faire un X sur certaines de leurs choix à eux, parce que les enfants, ils voulaient, puis, bon, quand même, si l'Irlande, c'est pas grand par rapport au Québec, il y a quand même des déplacements. Donc, c'est pour dire que les enfants participent aussi, ils peuvent
s'éveiller, puis je pense qu'il faut les prendre au sérieux, puis on aurait beaucoup à apprendre à écouter les enfants, je pense. Chacune à leur tour, Diana et Gina qui gribouillent dans leur calepin, qui sont prêtes, là, il y a des idées. Alors oui, Gina, merci. Oh, je suis tombée à la renverse. Ah, bueno, voy a ir a... Sí, 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 más fácil. Bon, mais je pense on ne prend pas en sérieux des enfants, mais aussi parce que l'enfance et les enfants, c'est une étape très, très importante de la vie parce que c'est dans cette étape qu'on apprend beaucoup de choses liées à notre rapport au monde. Mais aussi, l'État contrôle l'enfance parce que c'est une stratégie pour contrôler les forces productives de la société. Si l'État contrôle l'enfance, va contrôler les femmes, la famille, qui est cruciale pour la reproduction du capital. Donc, c'est très, très important de voir comment on sort comment on réduit le contrôle que l'État a de l'enfance et aussi le rôle du système scolaire. Quand j'écoute les mots de citoyenneté globale, je le sens très ancré dans l'Occident, parce que parler de monde global, mais c'est beaucoup, mais de toute façon, c'est très petit, parce qu'il y a aussi des peuples millénairement qui ont une relation cosmique et plus grande. Et on va s'enfermer aussi dans notre planète, l'espèce humaine, et la citoyenneté globale ou mondiale, c'est un univers qui est si petit pour toute cette expérience et dimension spirituelle qu'on pourrait apprendre des autres visions du monde qui tiennent en compte que ces parties qu'on est ici, qu'on partage, c'est seulement qu'un pourcentage de ce qu'on pourrait nommer comme existence. Donc c'est plus. Je crois que Gina va vouloir répondre. Je pense que oui. Merci Diana. À savoir, est-ce que les enfants ne sont pas déjà des citoyens? Je réponds que oui, bien sûr. Mais je dirais, avec Simone de Beauvoir nous dit, on ne naît pas femme, on le devient. Donc, je m'imagine femme, je pense avoir une identité de femme, mais quelle est la part de cette identité qui m'appartient vraiment? Puisqu'il s'agit d'une construction sociale qui a débuté depuis le berceau. Et donc, si l'identité est une construction sociale, je crois que la citoyenneté également est une construction sociale, mais qui commence dès le berceau. Et donc, dès le berceau, effectivement, ce sont des citoyens en ce sens-là, mais ça se poursuit tout au long de la vie. Je ne crois pas que nous soyons les mêmes citoyennes, les mêmes citoyens selon différentes périodes de nos vies, selon divers contextes où on se trouve, ou bien dans quelle communauté nous sommes nés, quelles sont les pathologies sociales qui nous accablent, qui nous affectent. Et donc, à ce moment-là,
je pense que c'est un peu comme un arbre. Je reprends ma métaphore de l'arbre. Mais l'arbre, il est là, il est un arbre dès le départ. Il continue à être un arbre, mais on peut voir après quelques années qu'il n'a pas du tout les mêmes dimensions, la même solidité, etc. Mais il est toujours l'arbre. Et donc, il était potentiellement là au tout début, mais il y a eu quand même une construction qui s'est avérée. Et donc, en ce sens-là, les identités, les altérités, les citoyennetés, pour moi, sont des constructions sociales qui dépendent des différents contextes dans lesquels nous nous trouvons. Alors, certains contextes donnent lieu, certes, à des blessures, les blessures du corps, les blessures de l'âme, du cœur et de l'esprit, comme je le disais tout à l'heure, et donc, et qui peuvent amener à l'aliénation. Donc, ou bien je développe une citoyenneté d'aliéné, ou bien je prends en main ma créativité, je reprends mon pouvoir sur moi-même, et à ce moment-là, je me crée une identité, une citoyenneté plus libre, qui ose s'affranchir, on ne s'affranchit jamais totalement, mais qui ose s'affranchir en tout cas des dogmes, etc. Et en ce sens-là, je pense que ce qui est important pour moi, et pour les enfants aussi, c'est l'émancipation. Une éducation qui soit émancipatrice. Et en ce sens-là, j'aurais une petite démonstration à faire. D'accord ? Alors, l'émancipation, c'est un terme qui est très important pour moi, mais je pense que lorsqu'on le montre, lorsqu'on le vit, c'est encore plus... lorsqu'on l'illustre, en fait, c'est encore plus prenant. Est-ce que je peux demander à Paul de venir ici ? Oh, elle me fait encore le coup. Alors, voilà. Alors, je vous présente Paul Carr, accessoirement mon mari et titulaire de la chaire UNESCO. Alors, homme, blanc, grand, femme, noir, petit, le maître, esclave, alors ici, lorsque le maître pose sa main sur l'épaule de l'esclave, en fait, on peut voir toutes les dynamiques de domination, d'oppression, telles que celles dont nous avons parlé toutes les quatre ici. Alors, émancipation. Et veut dire enlever. Manu, la main. Enlever la main qui m'opprime. Enlever la main qui me domine. Enlever la main qui me muselle. Enlever la main qui m'efface. Enlever la main qui me tue, qui me blesse. Pour moi, c'est ça, l'éducation émancipatoire. Merci, Paolo. Il joue bien le jeu. Alors. Ah oui, parce que en me muselant, il le fait lui aussi, en fait. Colonisé et colonisateur, finalement, se trouvent tous les deux dans une dynamique de... Donc, les dominés et les dominants se trouvent dans la même dynamique de domination, et donc, ils doivent s'émanciper tous les deux, effectivement. Merci. Alors, sur ce qui semble être une ouverture sur l'intimité de Paul et Gina... avec fort probablement des rôles très inversés à ce qu'on pourrait croire. Chers auditeurs, auditrices, internautes, la parole est à vous. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro qui est là. C'est important de le faire dans le micro pour qu'on puisse aussi vous entendre en web diffusion, même si on pourrait quand même entendre votre douce voix en direct. Donc, je vous invite à vous déplacer. Il y a aussi peut-être des questions. Donc oui, on a déjà une première volontaire. Et il y a aussi Martine, que je vous présente Martine, bonjour, qui va relayer les questions qui pourront être posées en ligne. Donc, si vous voulez bien vous présenter et ensuite vous adresser à notre Moi, c'est Jacqueline Romano-Toramagnan, ex-conseillère pédagogique dans le mouvement des établissements Vert-Brundtland, etc., etc. Mais c'est très doux à mes oreilles d'entendre que
la citoyenneté, là, que l'enfant, c'est pas un adulte, qu'est-ce qu'on a dit déjà? Un citoyen à part entière, parce que ça m'irrite, ça me fatigue. Chaque fois que je vois même sur des PowerPoint mettre le citoyen de demain, le citoyen pour les enfants. Et ça me dérange, et parce que quand je vois mes petits-enfants, ou bien les enfants maintenant, quand on voit les écoles vertes Brundtland, qu'on est à la 25e année et qu'il y a des produits de ce concept-là, qui font maintenant la morale, qui engueulent leurs parents parce qu'ils ne veulent plus acheter des bouteilles en plastique ou qui jettent leurs piles dans la poubelle au lieu de jeter, qui font la morale à leurs parents. Pour moi, c'est des citoyens à part entière et comme tu dis, Gina, à partir du berceau. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est m'adresser à Nicole. Tu sais, Nicole, ce que tu dis là, c'est vrai, moi j'ai enseigné l'histoire aux petits là quand je suis arrivée et c'était les méchants Iroquois et les gentils Algonquins, etc. C'est que du folklore, c'était terrible. Maintenant c'est un peu mieux, mais quand je regarde les manuels scolaires, je me demande, il y a quelque chose à faire parce qu'on ne leur enseigne pas que ce que Mackenzie a dit, il faut enlever l'Indien de l'Indien. On ne leur enseigne pas quand on parle des pensionnats, qu'on arrachait les enfants, puis tout le drame que ça faisait, et qu'au bout de 30 ans, les gens revenaient chercher leur famille, là. On ne leur montre pas tout ça. Il y a des romans aussi qui mettent ça. On ne leur donne pas tout ça. Et je me dis... Pourquoi, et je regardais des manuels scolaires, c'est vrai que c'est mieux, secondaire 4, secondaire 3, tout ça, mais on ne dit pas tout ça. Et je me demande si vous ne pouvez pas faire des représentations aux maisons d'édition, quand ils sont en équipe de travail, qu'ils mettent des gens, des autochtones, pour être sur ces comités-là et dire oui, ça va avoir... qu'ils participent à l'élaboration de ce programme, de ces manuels scolaires et de ce cahier d'exercice scolaire. C'est un must, il faut absolument le faire. Parce que c'est pas vrai que c'est que des équipes de Québécois ou d'autres, de Blancs, il n'y a jamais eu un représentant des communautés autochtones sur ces... Alors je dis, c'est vraiment un must, ça. Et une autre chose que je voulais dire, bon, je pense que j'ai assez parlé. Merci. Hein, on se connaît, on s'est connus dans notre parcours à un moment donné. Donc, oui, en effet, là, il y a eu des renouvellements de programmes secondaires 3 et 4 en histoire. Et ça faisait des années que les femmes autochtones et d'autres, mais que les femmes autochtones demandaient qu'il y ait du contenu plus élaboré concernant les Autochtones. Puis bon. Et puis là, on entend que les programmes d'histoire vont être changés. Et puis on n'a pas été invités. Donc, on s'est invités. On a organisé. Alors, je vous raconte ça, là, ça va passer, ça va sortir, mais ça s'est fait. On a réuni les gens du Conseil d'éducation des Premières Nations qui étaient présents. Il y avait les femmes autochtones, il y avait l'association de la commission scolaire CRI, il y avait des représentants des Inuits, il y avait différentes associations, puis les collèges Kiona, on avait quelques personnes déléguées aussi. Donc, on s'est invités auprès du ministère, puis on a demandé une rencontre avec le secrétariat aux affaires autochtones pour être capable de rencontrer des gens du ministère de l'Éducation qui étaient en train de repenser le programme d'histoire sans que nous, alors qu'on demandait ça depuis des années. Eh bien, on a fait ça, puis il y a eu, sur un an, il y a eu quelques rencontres et on a eu en main le programme de secondaire 3. On avait fait, c'était secondaire 4, et puis on commençait à faire des corrections sur secondaire 4. Et puis là, ils nous ont dit, ben c'est parce que là, on a déjà, projet pilote, on a déjà produit des livres pour le secondaire 3, donc on ne pouvait pas tenir compte de ce que vous avez dit, secondaire 3. Et puis, mais on a regardé l'ensemble des livres, puis on a dit, ben non, il va falloir recommencer, ça ne fonctionne pas. Là, une des choses, c'est qu'on ne voulait plus se faire appeler Amérindiens.
Et donc, on a dit, on ne nous a pas consultés pour nous appeler Amérindiens. C'est très beau, Amérindiens, Indiens d'Amérique, mais on n'est pas des Indiens amers. Et puis, on ne veut pas ce nom-là. Ce n'est pas nous qui avons donné ce nom-là. Et donc, on a demandé que ça soit Première Nation et Autochtone quand on inclut les Inuits. Les Inuits étaient d'accord avec cette appellation-là. Et pour secondaire 4, ça sera ça. Mais ils ont dit, oui, mais au primaire, les enfants apprennent amérindien. Bien, ça changera un jour. On a dit, là, les gens au secondaire vont apprendre comment nous, on veut qu'on nous appelle. Et donc, et puis, le secondaire 3, comme il y avait déjà le terme amérindien qui était là, puis d'autres, il y avait des choses qui étaient déjà là, on a dit, ben nous, on recommande que ça soit, qu'on recommence. Et puis, enlever ça, parce que mettre un addendum, ça ne va pas faire, ça fait plus pour les professeurs, puis ils ne vont pas aller voir ça. On a dit, on veut que ça soit dans le programme. Et puis, ben, ils ont dit, là, c'est les maisons d'édition. Hein, nous autres, on fournit un programme, les maisons d'édition, ils font bien ce qu'ils veulent. Après, nous, on regarde si le programme est respecté. Ben, on a dit, on peut-tu les rencontrer, les maisons d'édition? Et ils ont dit, oui, mais ils sont bien compliqués, ils sont dans ces techniques, puis tout ça. On a dit, c'est pas grave, on a des gens aussi dans la technique chez nous, puis on aimerait bien les rencontrer. Bien, la rencontre s'est faite, et puis les gens des maisons d'édition étaient très heureux de cette rencontre-là, parce que ça s'est fait pas dans la confrontation, mais dans la collaboration. On a dit, on va fournir des images d'archives, on va mettre des choses à jour, on va vous donner les bonnes appellations, on va vous donner le nom des nations telles qu'on les connaît, comment elles veulent s'appeler aujourd'hui. Et puis, fait que là, les gens, les maisons d'édition étaient très heureuses. Là, je n'ai pas vu le produit final, mais il y a eu une collaboration comme ça, parce que c'est ça, on avait été oubliés dans le processus. Intéressant, et j'en profite pour te faire une invitation, Nicole. Dans les écoles de la CSDM, les ateliers d'Abénaki pour apprendre non seulement la langue, la culture, ça, on est très ouverts, et puis je vais t'ouvrir les portes d'école. Voilà. Hein? Oui. Mais moi, je ne connais pas les systèmes scolaires de l'enfance ici au Québec, mais je suis passée par ce qui s'appelle processus de francisation, oui, comme personne immigrante. Et tel processus de francisation, c'est très offensif parce que il nous dit qu'il faut pas seulement apprendre une langue, mais aussi toute la culture de la francophonie pour agir de façon adéquate dans notre nouvel contexte ou société d'accueil. Et même comme les cahiers ou les contenus de matériel pédagogique que tu viens de raconter, tous les cahiers d'exercices, les contenus de cours de francisation sont des contenus racistes, des exemples folklorisants des cultures du monde et aussi de situations ou séquences didactiques qui reproduisent la division internationale du travail. Tout ce qui ont apprendre comme des premiers mots ou des mots pratiques pour être utiles, c'est des mots qui sont liés à travaux. Mais c'est pas des travaux qui on voit les dessins des personnes qui travaillent dans des non professionnels ou des services oui, comme d'une citoyenne de 12e classe ou 3e classe. Et c'est ça comme la même réflexion qu'on pourrait aussi épandir à l'enjeu de la migration. Oui. Merci Diana. Jacqueline parlait de l'effacement d'une certaine manière, non?
de grandes portions, pour ne pas dire de l'histoire, des peuples autochtones. Et il y a deux dynamiques. Il y a la dynamique d'effacement, mais il y a aussi la dynamique de diabolisation. Et donc, lorsqu'on en parle, on peut en parler, mais pour diaboliser l'autre, pour non seulement chosifier, mais le diaboliser. Et cela, on le retrouve en tout, que ce soit dans les langages, dans les arts, les musées, les médias, les écoles, etc. Donc, cette dynamique de diabolisation de l'autre, on le retrouve dans toutes les institutions. Ça va? Et pensez à la métaphore du iceberg, ce n'est pas nécessairement conscient. En fait, le plus souvent, c'est tout à fait inconscient. Une petite anecdote, j'étais à l'école donc ici, l'enseignante de catéchèse, hein, c'était la catéchèse à ce moment-là, à un certain moment, elle dit à la classe que tous les bébés naissent blancs. Je vous jure. Tous les bébés naissent blancs et que c'est par la suite qu'ils deviennent noirs. Et c'était un temps au Québec où j'étais la seule élève noire à l'école et dans la classe. Et vous savez quoi? Ces regards qui se sont retournés vers moi avec une pitié incroyable, ces regards sont restés gravés en moi et ont déterminé par la suite tout mon rapport à moi-même, tout mon rapport aux autres et au monde, etc. Ces regards comme pour dire, ah, mon Dieu, elle était comme nous, mais c'est par la suite que ça s'est gâté. C'est par la suite que ça s'est gâché pour elle, mais pauvre elle. C'était ce regard de pitié vers moi après que cette enseignante ait dit que tous les bébés naissent blancs et que les changements se produisent après. Alors voilà. J'aimerais vous dire que c'est chose du passé, que ce type de commentaire n'existe plus dans l'école d'aujourd'hui. Peut-être pas sur la question de la couleur, mais je pense que la question de la place de la religion dans l'espace public et la laïcité peut amener ce type de commentaire tout aussi aberrant, malheureusement, dans nos écoles aujourd'hui. On a 3 personnes qui veulent poser des questions. Ce que je vais vous inviter à faire, parce que vous avez vu avec quel enthousiasme nos panélistes répondent aux questions. Donc, je vais vous inviter à poser des questions en rafale. Ce sera les dernières. Donc, si vous voulez y aller, c'est le moment de vous précipiter en ligne. On va prendre les questions en rafale et laisser les panélistes répondre ensuite. Monsieur. OK. Comme de fait, il y a du contenu toxique. Il y en a pas mal. Et c'est le Salon du livre en ce moment. Et il y a Bernard Werber qui a écrit un livre qui s'appelle La boîte de Pandore. Je lis un court texte. Alors, votre personnage est professeur d'histoire et s'attaque à la version officielle de l'histoire qui ne relate toujours que celle des gagnants. Vous faites le même constat, point d'interrogation. Et il dit, lorsque j'étais journaliste, j'étais surpris à quel point l'information était manipulée par des gens qui voulaient faire passer leurs idées aux celles de leur chef. Par le choix même des sujets, ils orientaient les gens à croire quelque chose qui, à mon avis, était faux, juste parce que c'était leur propagande. Ce que j'ai eu envie de dire dans la boîte de Pandore, c'est de présenter une version différente de l'histoire. Comme de fait, moi, je me pose la question si l'éducation est assez costaude pour réussir à inverser le monde médiatique qu'on a. Il n'y a pas que Jeff Fillion out there, là. Et il y a un sacré paquet de monde. On a vu, par exemple, comment, peut-être qu'il a été maladroit un peu, mais je pense que Dominique Champagne était de bonne volonté, puis comment il s'est fait matraquer rapidement. Et en général, c'est surprenant comment les médias sont les relations publiques un peu du statu quo. Je regarde ici, j'ai trouvé dans la bibliothèque qu'il y a là. Ouais, je finis. J'ai trouvé juste dans la bibliothèque qui est là, La guerre contre le terrorisme, écrit en 2003, une arme de destruction massive. C'est-à-dire, ça prend la chose à l'inverse. Depuis 2001-2003, nous sommes en guerre. Il y avait plusieurs groupes, ça s'appelle le groupe ici, le collectif Échec à la guerre. Vous voyez, les médias nous ont tellement bien endormis qu'on était encore en Afghanistan. La position d'Israël, ça continue. Est-ce que l'éducation, vraiment, c'est ma question, est vraiment capable d'inverser
toute l'information médiatique. Je veux dire, est-ce que vraiment elle est costaude à ce point-là? Merci. Prochaine question. Merci beaucoup. C'est vraiment une soirée mémorable. J'avais envie de tout retranscrire, ce que vous avez dit. J'ai beaucoup aimé la question de Réginald par rapport au fait qu'on ne traite pas les enfants comme des citoyens. Et je vous le dis tout de suite, je suis une ancienne prof, mais en tant qu'organisatrice des JQSI, j'avais vraiment envie de commencer la soirée avec « Hey, teacher, leave the kids alone ». J'ai pas osé, mais j'aurais voulu, OK, que ce soit ça la chanson qui joue ce soir. Comme ancienne prof et comme mère, ça me touche beaucoup cette question-là parce qu'on est paternaliste envers les enfants. Et tantôt, quand Gina a cité Simone de Beauvoir, je pensais qu'elle allait dire, elle ne l'a pas dit, fait que moi je le dis, on ne naît pas enfant, on le devient. Je pense qu'on traite les bébés d'une manière qui les rend bébés, mais qu'on pourrait les traiter autrement, également pour les enfants et les adolescents. Je ne pense pas qu'on est adolescent, on le devient, etc. Donc, merci pour la belle inspiration. Alors, si on parle de paternalisme, si on parle d'infantilisation, on a un petit peu parlé des populations du Sud. C'est les Journées québécoises de la solidarité internationale. Donc, je vais reposer en fait, ma question, c'est concernant la manière dont on parle des populations du Sud à l'école. Comment c'est paternaliste? Comment on infantilise les populations du Sud? Il y a des écoles à CSDM qui sont tout fiers d'annoncer qu'ils font un voyage humanitaire, où il y a 8 jeunes de 14 ans qui vont passer une semaine au Costa Rica, mais ils s'en vont faire un voyage humanitaire. Ça nous questionne beaucoup au JQSI. Ça me questionne beaucoup. Je ne sais pas comment la formuler, ma question, mais en tout cas, ma préoccupation, c'est d'infantiliser les populations appauvries du monde. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je suis déçue. J'ai vraiment une préoccupation, mais je n'arrive pas à la formuler en question, mais je suis sûre que vous allez pouvoir la commenter. Merci. Merci. Bonjour. Ma question concerne le pont entre la théorie et la pratique, parce que je pense que on adhère tous beaucoup à ce dont on a parlé aujourd'hui. Mais moi, je suis enseignante, puis quand Gina a dit que l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est lié à une myriade de valeurs, c'est des valeurs qui sont tellement fortes pour moi que je le fais naturellement dans mon enseignement. Je parle de tout ce dont on a parlé, même si c'est juste en 6e année, je pousse mes élèves à prendre des actions. Mais ce que Stéphanie a dit, la pression par rapport aux examens, je la vis au quotidien et mes élèves me disent « Oui, mais madame, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre du temps, là? Est-ce qu'on ne devrait pas parler de la matière, là, parce qu'on a des examens, nous? » Puis, c'est vrai, tu sais, j'aimerais pouvoir leur dire « Mais moi, on essaie de vous former à la vie, puis oui, c'est vrai que les examens sont importants, mais il n'y a pas juste ça, mais eux, en ce moment, ça va avoir une grande implication sur leur vie parce que au secondaire, bien, ils vont se baser sur leur note de 6e année. Donc, je ne peux pas faire fi de ça puis dire, bien, tu sais, je vais vous former selon ce en quoi je crois vraiment à l'éducation dont vous avez besoin parce que ce système-là est tellement fort. Donc, je ne sais pas si vous pouvez répondre à comment on peut, dans la pratique, mettre ces principes-là en action. Voilà ma question. Merci. Bonsoir, merci beaucoup. Ça a été abordé un peu, mais moi, j'ai une préoccupation face à la citoyenneté mondiale comme concept et comme terme. On vit, on assiste finalement à des exodes massifs de personnes qui fuient leur pays pour toutes sortes de contextes politiques, environnementaux, sociaux, de violence, de répression. Et ces personnes-là arrivent dans d'autres pays où on a créé les frontières. Diana en parlait tout à l'heure. Puis parfois, oui, l'enfant, OK, on veut le considérer comme citoyen, citoyenne à l'école, mais il n'est pas considéré comme citoyen, citoyenne, comme personne à la place où il vit, au lieu où il se situe dans la société d'accueil, par exemple. Donc, c'est des questions, en fait, je voudrais ouvrir sur comment peut-on considérer une citoyenneté mondiale qui prend en compte les enjeux de migration auxquels avec lesquels on va vivre de plus en plus. Merci. Bonsoir.
J'ai été... en fait, la question de l'éducation émancipatrice, ça fait écho chez moi et je cherche concrètement, ça pourrait ressembler à quoi? Et j'ai pensé à l'exemple de l'école de Summerhill, que vous connaissez peut-être en Grande-Bretagne. Ça m'a marqué quand j'ai découvert ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école libre, autogérée par les enfants et les professeurs. C'est une expérience d'éducation radicale, en fait, qui cible les enfants considérés à problème, qui avaient des problèmes avec l'éducation conventionnelle. Et là, dans cette école-là, ils sont obligés d'aller à aucun cours. Ils peuvent traîner là des années sans aller à aucun cours s'ils veulent. Les règlements de l'école sont votés en assemblée par tous les gens concernés, donc les enfants et les adultes, mais chaque personne a un vote égal, qu'on ait 5 ans ou qu'on soit un enseignant. Les conflits, si les gens concernés par le conflit ne peuvent pas les régler, sont amenés devant l'Assemblée tranche mais les conséquences. Et c'est une expérience très radicale parce que d'une part, les enfants ne sont pas obligés d'aller à aucun cours et c'est les enfants qui mènent l'école et ça donne des résultats intéressants. Moi, ça m'avait questionné. Sur le moment, j'avais été un peu perplexe. Je me dis, ils sortent de là avec un niveau académique très variable. Il y en a qui sortent pratiquement analphabètes à 18 ans. Mais après ça, depuis ce temps-là, souvent, je suis confronté à des réalités dans la vie, des problèmes dans la vie où je me dis, nous, on est analphabètes sur le partage, le vivre ensemble, le relationnel, en fait. Ils ont développé un autre set d'aptitudes qu'on ne développe pas, qui sont des aptitudes concrètes. Puis moi, de mon éducation primaire secondaire, qu'est-ce que je retiens? Pas grand-chose. Là. J'ai la base de la lecture puis des maths, là, mais les équations à 3 variables, j'ai jamais utilisé ça après. Sauf qu'on n'a pas appris des compétences de vie, que eux, peut-être qu'ils sortent de là avec un niveau académique variable, mais ils ont appris des compétences incroyables en termes d'autogestion, démocratie participative, résolution de conflits, l'écoute de l'autre, maturité relationnelle. Puis je me dis, est-ce qu'on peut penser à des exemples une réforme aussi radicale de l'approche de l'éducation si on vise une éducation émancipatrice? Bref, je ne sais pas quoi faire avec ça, mais je vous lâche ça. Ouais, merci. Écoutez, j'applaudirais toutes les questions qui étaient très intéressantes et qui nous amènent vraiment à continuer cette conversation. Ce que je vais faire, parce que malheureusement, on ne peut pas rester ici pour toute la soirée jusqu'à ce qu'on ait tout réglé. Mais on peut descendre au Sans-Taverne et continuer à discuter jusqu'à ce qu'il y ait au moins 3 heures du matin. Donc, je vais donner un tour de parole à chacune de nos panélistes, mais réellement, sachant la richesse des échanges qu'on a là, je vous invite à descendre après puis à continuer les échanges. Je pense que c'est trop riche pour que ça termine tout simplement dans une quinzaine de minutes. Donc, chers panélistes, un dernier tour de parole avant la conclusion de ce formidable panel. Est-ce que l'école est assez costaude pour surmonter le discours qu'on va appeler hégémonique, c'est-à-dire qu'on a internalisé? Bien, il me semble que tout ça dépend de quelle école on parle. Si on parle de l'école actuelle, non. L'école actuelle est une arme de reproduction sociale des inégalités, des injustices, des rapports de pouvoir et de production capitaliste. C'est aussi simple que ça. Mais si l'école devient l'école qui n'est pas celle uniquement d'un gouvernement au pouvoir, mais la nôtre, mais là, on peut envisager autre chose. Mais à l'heure actuelle, on a tellement délégué notre pouvoir sur les services publics, tellement délégué nos pouvoirs sur, en fin de compte, ce qui ne devrait pas être un service public, ce qui devrait être considéré comme un commun en termes de bien qui appartient à tous, de processus qui appartient à tous, qu'on n'est pas impliqué. L'école se fait sans nous. Les programmes s'élaborent sans nous, sans même qu'on ait un mot à dire. Et en fin de compte, c'est nous qui nous plions à l'école. Et l'école, dans sa forme actuelle, c'est un danger public. Alors, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus impliqué dans l'école? Pourquoi est-ce qu'on ne se lève pas quand l'école fait des dommages? Et j'aimerais juste souligner que je travaille avec les syndicats des enseignantes et des enseignants et je veux vous dire que les enseignantes et les enseignants poursuivent les buts les plus nobles. Quand je fais de la recherche sur les finalités éducatives des enseignantes et des enseignants, ce dont on a parlé aujourd'hui, là, c'est ce que les enseignantes et les enseignants veulent faire. Mais le système, il les oriente ailleurs, les oblige à faire autre chose, souvent sous peine de sanctions implicites. Alors, il nous faut tous devenir
des acteurs et des actrices de l'école. Il faut arrêter de déléguer notre pouvoir. Puis il faut qu'on devienne un petit peu plus dangereux pour l'État qui s'est approprié toutes ces forces-là. Alors moi, je voudrais peut-être répondre à celle qui demandait là, pour le Sud, comment on traite, comment on parle de ce qui arrive au Sud. En tout cas, ce qui se passe chez nous, d'abord, on apprend notre propre culture, là, on se réapproprie notre culture, mais on s'ouvre aussi sur toute la réalité, les enjeux que vivent les Autochtones ailleurs. Donc, il y a aussi cette réalité-là qui nous, parce que finalement, on a une histoire semblable, des territoires différents, puis la colonisation se poursuit, hein, ailleurs dans le monde aussi, et donc, pour nous, c'est aussi ça, l'éveil au monde autochtone, parce qu'il y a quand même 375 millions d'Autochtones dans le monde, et donc, puis ils habitent des continents tellement différents. Donc, mais le lien avec le Sud, je dirais qu'on l'apprécie davantage parce qu'on se dit, c'est comme nous. On est les mêmes, hein, du nord au sud, de la terre jusqu'à la terre de feu, là. Hein, on est les mêmes. Donc, on se sent parents avec les gens du Sud, puis on découvre les Autochtones qui vivent ailleurs dans le monde. Je ne sais pas quelle question est-ce que je vais répondre, mais je vais dire des idées qui m'ont interpellée avec les questions. Je pense que l'école et aussi les propagandas médiatiques, aussi les villes, les espaces publics avec des statues exactement de ces hommes-là. Christophe Colomb, le nom de on a été enseigné à croire et aussi à tenir beaucoup de foi en croyance très forte comme les frontières, les États, la démocratie. Et on a beaucoup de foi sur ce type de concept. Et moi, j'imagine que plus que parler d'une citoyenneté mondiale, moi, j'aime plus comme une conscience globale qui permettre d'établir des connexions entre ce qui les capitales ou les méthodes scientifiques à séparer. Oui, je vais donner un exemple. Il y a la construction d'un barrage que les gens pensent qu'il affecte seulement la communauté où le projet est installé. Mais ces barrages produisent des affectations qui connectent pas seulement la région, mais les gens qui se considèrent d'un pays peuvent être affectés aussi, mais aussi à niveau de la terre. Avec la migration, on voit qu'est-ce que se passe aujourd'hui. Oui, la migration de l'Amérique centrale vers le nord, ou toutes les migrations de Venezuela vers Colombie. Il y a beaucoup, ou la migration au Syrie ou dans des autres parties. Et moi, je vois plus comme que la conscience globale ou cosmique, planétaire, ce n'était pas lié uniquement à des espaces formels, comme le système scolaire, mais c'est plus comme la vie, comme l'école, et des enseignantes comme la terre ou les chemins que chacune a de suivre dans cette vie qui est très bougée, mélangée. Mouvement.
Merci Diana, merci pour ces belles questions qui nous font réfléchir, pour poursuivre la réflexion, mais qui nous enrichissent beaucoup. Alors, à la question, l'éducation est-elle assez costaude pour faire face aux médias? Malheureusement, non, pas du tout. Et je pense que l'éducation formelle, en fait, c'est la moins bien placée pour faire face à cela. Pourquoi? Parce que les futurs enseignants, par exemple, auxquels j'enseigne, pour eux, ils sont là pour transmettre des savoirs dits objectifs, neutres, universels et vrais. Et donc, ils ne sont pas là pour se mouiller, pas du tout. Au contraire, ils voient ça comme de l'endoctrinement, etc. Et donc, ils ne perçoivent pas leur rôle d'enseignant comme étant des agents sociaux, de transformation sociale, de dénonciation, etc. Pas du tout. Et donc, l'éducation formelle est la moins bien placée pour cela, pour faire face de manière costaude, c'est bien dit, aux médias. En ce sens-là, je pense que l'éducation populaire, au contraire, l'éducation populaire, l'éducation communautaire, l'activisme, etc., ça, ce sont des forces qui viennent de la périphérie, mais qui peuvent faire face, mieux en tout cas, faire face aux médias. Je désespère de l'éducation formelle, malheureusement. Je pense que Stéphanie est d'accord. En ce qui concerne le Sud, merci Marie pour la question. Avez-vous déjà essayé de prendre un globe terrestre et de le mettre, on va dire à l'envers? C'est bizarre de dire à l'envers, non? Okay. Alors, prenez un globe terrestre, mettez-le à l'envers et montrez l'image. D'accord? Pas le globe lui-même. Vous prenez l'image et vous montrez à des adultes, à des enfants, etc. On ne peut pas reconnaître. On ne peut pas reconnaître. Pourquoi? Parce que nos cours de géographie, la représentation du globe terrestre fait en sorte que ce qu'on appelle nord est en haut. Et c'est très valorisé ce qui est en haut. Et le sud est en bas. Et c'est très dévalorisé en bas. Mais dans le... Et voilà, oh là là, je ne savais même pas. Oh là là, on communique, hein, les grands esprits communiquent. Je ne savais même pas. Et voilà. Et donc, je pense que déjà, cette représentation nord, haut, sud, bas, déjà, on ne peut pas savoir jusqu'à quel point ça joue dans notre esprit pour dévaloriser les uns et valoriser les autres. En ce qui concerne le pont entre théorie et pratique, il y a Einstein qui dit « il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie ». Et donc, on peut lier les deux, mais je comprends tout à fait le dilemme. Moi, j'ai été enseignante pendant de nombreuses années au secondaire et on se rend compte que, en fait, je dirais, on pense toujours qu'il faut faire l'éducation aux valeurs et puis enseigner ce que je dois enseigner, la matière. Mais non, il s'agit d'enseigner par les valeurs, pas nécessairement à propos des valeurs, mais par les valeurs elles-mêmes. Et donc, dans tout, par exemple, quand moi j'enseignais les sciences, pour moi, je faisais de l'éducation aux valeurs dans mon enseignement des sciences physiques. En ce qui concerne la question de Marie-Ève, hein, la migration, etc., je me dis effectivement, quel paradoxe, quelle ironie de parler de citoyenneté mondiale dans le cas où la Méditerranée est littéralement devenue un cimetière liquide pour les jeunes gens, les jeunes familles de l'Afrique subsaharienne. La peau noire maintenant tapisse les fonds de la Méditerranée parce qu'ils n'ont pas le droit d'arriver au nord. On n'en veut pas. Hein. Abdou Diouf lui-même, l'ex-secrétaire général de l'OIF, en arrivant au Canada, il s'est fait refuser. Pourquoi? Parce qu'il avait quand même un passeport diplomatique, il s'est fait refuser. Mais c'est ça aussi. Donc, quand je parle de résistance et de résilience, dire non, c'est cela aussi. Refuser cette dynamique qui contribue justement à pervertir la notion de citoyenneté mondiale, comme le dit Diana. Et enfin, l'éducation émancipatrice, je dirais... on a... la personne demandait est-ce qu'il faut une réforme radicale pour cela. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Il faut, et pour moi, l'éducation transformatoire, c'est un peu ça l'idée. Transformer, ce n'est pas seulement changer, hein, une réforme de plus, une réforme de moins, etc. Mais c'est vraiment changer, pour employer un terme savant, mais changer de paradigme.
Donc, transformer, c'est vraiment aller à la racine des choses. Et parlant de réforme radicale, quel dommage que le terme radical soit associé maintenant à des formes de radicalisation, le combat contre la radicalisation, alors que radical veut dire racine, aller à la racine des choses. Et donc, c'est ce qu'il nous faut pour cette transformation. Nous devons aller à la racine des choses et non pas se contenter de changements cosmétiques. Et en ce sens-là, pour jouer le jeu des mots, j'aimerais terminer avec Paulo Freire, pour qui, notre penseur brésilien très important, pour qui l'amour radical, c'est ce qu'il faut à l'école. Mais Paulo Freire, il parlait d'un amour à la racine même, ces racines qui nous relient. Et donc, je pense que pour l'éducation à la citoyenneté mondiale, il faut oser, il ne faut pas avoir peur de ce mot, de cette expression de Paulo Freire. L'amour radical, c'est ce que je vous souhaite. Un grand merci à vous quatre. Je nous invite encore à une bonne main d'applaudissements pour nos panélistes. Et maintenant, j'inviterai Michèle Asselin, directrice de la COSI, à venir conclure cette belle soirée d'échange. Et je baisse le micro. Merci, Réginald. Alors, tu nous invites à continuer la réflexion, puis tu as tout à fait raison. Et vous avez alimenté une réflexion qu'on a amorcée à la COSI depuis notre existence sur l'éducation, l'engagement, mais maintenant, on veut y donner un sens à l'éducation, à la citoyenneté mondiale. L'école, il faut la démarchandialiser, il faut la décoloniser. On a parlé que l'identité, la citoyenneté, elle est construite. Alors, nous, de la coopération et de la solidarité internationale, on doit s'impliquer dans l'école, s'impliquer dans notre société pour construire une citoyenneté mondiale qui va à l'encontre de cette citoyenneté blessée. Par vos témoignages, on a des échos d'une citoyenneté blessée à travers le monde, les migrants, mais aussi cette colonisation qui est partout et que dans nos projets de coopération et de solidarité, on doit déconstruire. Alors, merci beaucoup, mesdames. Nous allons poursuivre la réflexion. Dans quelques semaines, on a un grand rendez-vous d'éducation à la citoyenneté mondiale où on veut ensemble co-construire un sens commun à cette citoyenneté mondiale, nous qui sommes engagés à la solidarité et à la coopération internationale. Merci, merci beaucoup. Vous nous avez nourris. Alors, j'ai d'autres remerciements à faire. Bien sûr, on a souligné le travail de Marie Brodeur-Gélina qui a coordonné, mais elle a travaillé étroitement avec Martine Porto-Correro qui coordonnait avec elle. Merci, Martine. Alors, merci à toute l'équipe de la COSI. Merci à toutes les personnes bénévoles qui ont donné un grand coup de main. Merci à tous les membres de la COSI, aux plusieurs organismes qui sont impliqués, aux dizaines d'activités qui ont eu lieu et qui se terminent très bientôt. Mais à Montréal, ce n'est pas fini. Demain, toute la journée, au centre... au Carrefour, je savais que j'allais me tromper, au Carrefour d'éducation populaire de Pointe-Saint-Charles, il y a des activités toute la journée, il y a même une halte garderie. Alors, ne partez pas sans notre petit dépliant. Ne partez pas non plus sans remplir l'évaluation. Donnez-nous votre point de vue, ça nous aide à améliorer nos activités, à échanger avec vous. Merci à Jimmy qui a pris des photos. Merci beaucoup. Alors, vous irez sur le site de la COSI. On va mettre ces très belles photos qui vont immortaliser cette belle soirée. Merci au ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec qui nous permet d'organiser ces activités. Et merci à l'équipe du bâtiment 7 et bien sûr à vous toutes et tous. Alors, on se retrouve au bar demain ou
dans une autre activité de la COSI. Je vous invite à nous suivre sur notre site web et à vous inscrire à notre bulletin électronique. Et Marie le répète, n'oubliez pas de signer le bulletin au ministre et d'envoyer des messages. On nous a appelés à nous engager. C'est un geste qui est simple, mais qui peut être porteur s'il est multiplié. Merci beaucoup. Bonsoir.